Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 août 2025. C'est la fin de la semaine, la fin de la journée, notre moment préféré. La table ronde de la communauté du renseignement, avec mes chers amis et collaborateurs de longue date, Larry Johnson et Ray McGovern. Larry, je vais commencer avec vous. Quels changements géopolitiques notables, s'il y en a, ont découlé de la rencontre Trump-Poutine en Alaska vendredi dernier? Je pense que Trump est désormais en bonne voie pour obtenir le prix Nobel de la paix parce qu'il a rapproché l'Inde et la Chine dans une alliance étroite, d'une manière dont elles ne s'étaient jamais rapprochées auparavant. Donc, vous l'avez vu. En fait, vous aviez les ambassadeurs chinois, c'était soit aujourd'hui, soit tard hier, à Delhi, déclarant « C'est scandaleux que les États-Unis essaient d'imposer des tarifs à nos amis ici en Inde ». Alors, vous vous retrouvez à dire « Waouh !» Vous savez, des décennies durant, la Chine et l'Inde, toutes deux puissances nucléaires, sont restées assises sur ce baril de poudre avec ces disputes frontalières. Et maintenant, c'est terminé. Donc bon, il faut donner du crédit à Trump pour quelque chose. Parce que le fait qu'il ait menacé l'Inde avec ses tarifs a tellement indigné les Indiens, ainsi que les Brésiliens, n'est-ce pas, qu'ils s'alignent maintenant avec les Chinois. Et franchement, ils n'ont jamais été des amis aussi rapides. Ray, sommes-nous plus proches de la paix en Ukraine que nous ne l'étions il y a 8 jours? Bien sûr que oui. Vous savez, l'Inde est intéressante et ce qui vient d'être dit à propos de l'Inde est vrai. Mais mon Dieu, pensons-nous encore que ce sommet n'était qu'un nothing burger? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Et je le dis depuis le début, il est devenu très clair que Trump est prêt à rencontrer la Russie sur une base d'égalité. Qu'il n'est plus question de sanctions, ni de sanctions écrasantes, ni contre la Russie, ni contre la Chine. Il est plutôt question de se réunir et de dire aux Ukrainiens, écoutez, la partie est terminée. Et c'est, vous savez, Blanche-Neige et les 7 nains. Enfin, j'hésite à appeler Trump Blanche-Neige parce qu'il n'est pas Blanche-Neige, et de loin. Mais ces 7 nains ont vraiment montré leur nature lorsqu'ils étaient assis autour de la table et que Trump les a sermonnés en leur disant « Oh, attendez une seconde, pourriez-vous sortir ?» Parce que j'ai appelé mon ami Vlad à Moscou. Je lui ai promis de le mettre au courant de ça, et pourriez-vous patienter dehors un moment? Mon Dieu, s'ils n'ont pas été humiliés par cela, et s'ils n'ont pas été exposés comme impuissants à fournir autre chose qu'un soutien rhétorique, sans aucune possibilité de soutien militaire ou financier à l'Ukraine, alors la partie est terminée. Trump a reconnu par exemple. Vous dites que la partie est terminée. Non, non, non. Permettez-moi d'interrompre, parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La partie n'est pas terminée. Les Russes continuent d'avancer vers l'ouest. La partie sera terminée lorsque l'armée ukrainienne s'effondrera. C'est vrai. Maintenant, vous pensez que c'est une mauvaise chose. D'accord. Non, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense simplement que l'Alaska n'a rien changé. Je donne beaucoup de crédit à Trump pour avoir ouvert un dialogue avec Poutine. Ce que Biden a fait à cet égard était répréhensible. Mais je ne pense pas que cela apporte la paix. D'accord. Eh bien, laissez-moi simplement lire ici ce que Trump a dit aux Européens rassemblés devant lui. Il a déclaré, « Vous savez, les Ukrainiens ont été incroyablement courageux. Mais ils affrontent une force, voilà le tableau, une force bien plus grande et clairement beaucoup plus puissante. Et vous savez, ce n'est pas comme s'ils avaient arrêté. Si vous supposez que vous avez vu la carte est juste là, mesdames et messieurs, un grand morceau de territoire est pris. Et ce territoire est pris. Mon Dieu, rentrez chez vous et faites avec. Nous, on s'en va. Le vice-président a dit, nous en avons fini avec la fourniture d'armes ou d'argent pour l'Ukraine. Il est désormais très clair que Trump... Vous avez dit Iran. Vous vouliez dire Ukraine. Oui, je suis désolé, Ukraine. Il est désormais très clair qu'ils ont conclu un arrangement. Nous allons nous réunir. Si les Ukrainiens ne cèdent pas, si Zelensky ne part pas, si nous ne pouvons pas avoir quelque chose qui ressemble à un règlement négocié, eh bien, comme Lavrov l'a dit il y a un an, ce qui se passera sur le terrain déterminera les choses vaciles. Larry, est-ce que la CIA dit encore aux Ukrainiens comment tuer des Russes?
Est-ce que l'armée américaine à Ramstein, en Allemagne, dit encore aux Ukrainiens comment tuer des Russes? Il y a eu un développement intéressant la semaine dernière. L'officier de la CIA, qui était le principal agent de liaison en Ukraine avec le MI6, avait été désigné comme nouveau chef de station de la CIA à Londres. Et apparemment, Ratcliffe a été informé par la Maison-Blanche « Non, ça n'arrivera pas ». Donc ils lui ont retiré ce poste. Vous savez, je ne connais pas l'accord exact ou la compréhension entre Trump et Poutine. Ce que je sais, c'est que, en décembre 2023, lorsque j'ai parlé avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Pep Escobar et moi discussions avec lui, Sergei Ryabkov regrettait alors qu'il n'y avait aucun contact, personne avec qui parler, personne avec qui communiquer à la Maison-Blanche et à Washington. Aujourd'hui, il est clair que cela a changé. Ni Lavrov ni Poutine, je pense, ne se font d'illusions sur le fait que Trump soit un partenaire de négociation stable. Mais je pense qu'ils ont conclu qu'il est sincère dans sa volonté de maintenir une communication avec eux. Et peut-être qu'il a convenu avec Poutine en coulisses. Écoute, je vais dire beaucoup de choses folles. Tu auras l'impression que je suis agressif envers toi, mais toi, vas-y, termine le travail militairement, et à la fin, je vais devoir frapper un grand coup. Cela pourrait très bien être Trump adoptant ce fameux principe nixonien. N'est-ce pas, Ray? N'a-t-il pas dit un jour à Kissinger « Je veux qu'il pense que je suis fou » ou « Laissez-les le croire ». Ray, savez-vous si les services de renseignement américains sont encore présents dans le Donbass, les parties de l'Ukraine qui sont désormais confortablement sous contrôle russe? Je pense qu'il est probablement peu probable qu'ils y soient encore. Ils sont sûrement présents dans l'ouest de l'Ukraine. Mais cela n'a pas d'importance. Soyons clairs, Trump s'est peint dans un coin. Il a annoncé des sanctions écrasantes le 8 août. Ou bien il fallait parvenir à un accord avec l'Ukraine. D'accord. Et nous allions mettre en place des sanctions secondaires sur la Chine, l'Inde, et ainsi de suite. Puis, tout à coup, il est devenu évident pour lui qu'il avait été très mal conseillé. C'était une marche d'idiot. Même pas une marche de fou. Et donc, il a envoyé Witkoff. Et mon supérieur dit que Witkoff s'est vraiment coincé lui-même. Pouvez-vous nous aider? Mais nous ne voulons pas des sanctions. Organisons un sommet. Et Poutine lui parle pendant 3 heures. Il en tire de vraies concessions, comme pas de cessez-le-feu immédiat, oubliez ça, et pour les sanctions, d'accord, nous allons lever les sanctions. Voilà, c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas un nothing burger. Savons-nous si Poutine a donné quelque chose à Trump en échange de l'abandon de ses exigences de cesser le feu et de son aveu public que l'OTAN que l'Ukraine n'allait pas entrer dans l'OTAN, Larry? Je dirais que ce qu'il lui a donné, c'est, vous savez, Monsieur Trump, cette élection vous a été volée. Et vous avez raison de dire que si vous aviez été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et il a accordé cela à Trump. Et en réalité, je pense qu'il était sincère. Il ne se contentait pas de passer de la pommade à Trump pour cela. Non, je pense qu'il était sincère. En fait, parce que vous vous souvenez de la séquence, et Ray en a beaucoup parlé par le passé, quand Poutine a présenté le projet de traité à Biden en décembre, au départ, Biden était du genre « Oh d'accord, peut-être ». Mais ensuite, en janvier, Anthony Blinken a dit, en gros, « Non, et encore moins, allez vous faire voir ». Donc, on peut envisager que si Donald Trump avait obtenu cet accord, il aurait tenté de conclure un deal. Et voici Sergei Lavrov, plutôt aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'où il se trouve quand il dit ça, mais c'est aujourd'hui. Voilà un énorme si. Cela signifie qu'il n'y a pas de rencontre prévue pour l'instant. Le président Poutine a dit clairement qu'il est prêt à rencontrer Zelensky, à condition que cette rencontre ait un véritable ordre du jour présidentiel. Kristen, je suis désolé, mais vous n'écoutez pas. Oui, il n'y a pas de rencontre prévue et je ne le conteste pas. Mais vous ne semblez pas comprendre ce que je dis. Poutine est prêt à rencontrer Zelensky quand un ordre du jour de sommet sera prêt. Or, cet ordre du jour n'est pas du tout prêt. Le président Trump, après Anchorage, a proposé plusieurs points que nous partageons, et sur certains, nous avons accepté de montrer une certaine flexibilité. Mais quand Trump a amené ses propositions à Washington, lors de la réunion avec Zelensky et ses parrains européens, il a clairement indiqué,
et c'était évident pour tout le monde qu'il y avait plusieurs principes que Washington considérait comme indispensables. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, discussion sur les questions territoriales, et Zelensky a tout refusé. Il a même refusé d'abroger la loi interdisant la langue russe. Comment pourrions-nous rencontrer un homme qui prétend être un dirigeant, mais refuse même cela? Ray, quelle est votre lecture de cela? Ils mettent la responsabilité sur Zelensky. Clairement, il y a un accord entre les États-Unis et la Russie. Regardez, c'est à Zelensky, non? Poutine a toujours dit, en principe, je suis prêt à parler à ce type. Mais, mon Dieu, il faut être préparé. Il faut s'assurer qu'ils ne vont pas simplement balayer d'un revers de main tout ce que nous disons. Maintenant, ces négociations sont déjà en cours. Rappelons que les Russes et les Ukrainiens se sont rencontrés. On parle même d'élever le niveau de représentation pour ces discussions. Ce serait une bonne chose. Peut-être Lavrov, ou quelqu'un d'un peu plus haut placé que celui qu'ils ont actuellement. Mais vous savez, c'est une impasse jusqu'à ce que Zelensky tombe, soit remplacé ou change d'attitude. En attendant, les faits sur le terrain continuent de favoriser la Russie. À mon avis, ce n'est qu'une question de semaines avant que la Russie puisse atteindre le Dniepr. Et ils gardent cela en réserve. Ils disent, Monsieur Trump, nous pouvons faire ça. Nous pouvons le faire aussi vite que vous le décidez, d'accord? Mais essayons d'obtenir un règlement négocié afin de ne pas avoir à aller jusqu'au reste de l'Ukraine. Ayons quelque chose qui nous donne une garantie de sécurité pour l'avenir, afin de ne pas avoir à refaire ça. Larry, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, est-il quelqu'un que Lavrov respecterait? Est-ce qu'on sait qui il est? Est-ce que c'est une personne qui a une stature diplomatique? Lavrov s'assierait-il avec lui? Lavrov serait probablement plus à l'aise avec Marco Rubio, mais le problème pour le ministre ukrainien des Affaires étrangères, et les Russes abordent cela de manière très... Vous savez, Poutine est juriste. Et je veux pas dire ça comme une insulte pour lui, mais ok, non, pas pour vous non plus. Mais lui, vous savez, le droit, comme vous le savez, l'école de droit vous apprend une certaine façon de réfléchir aux problèmes et de les aborder. Et c'est comme ça que Poutine, lui, aborde le monde. Et l'une des choses qu'il examine, c'est comment puis-je envoyer même, vous savez, mon ministre des Affaires étrangères pour s'asseoir avec un représentant d'un gouvernement qui est illégal. Parce qu'ils ont violé leur propre constitution, ils ont violé leur propre loi. Et quand nous parvenons à un accord, c'est presque, en quelque sorte. Poutine est un peu naïf à cet égard. Ils ont vraiment cru, dans le passé, comme avec Minsk II, que si nous signons cet accord, nous allons le respecter sérieusement. Et puis, ils découvrent sans cesse que l'Occident dit « Oh, nous ne croyons pas à ces accords. » Exactement. Ray, si le vice-président Vance laisse entendre ce qui est susceptible d'arriver, et si le président Trump coupe toute aide militaire à l'Ukraine, n'est-il pas bien établi que les Européens ne sont pas financièrement en mesure de combler le vide laissé par l'Amérique? C'est exactement ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ils vivent dans un monde d'illusions. Ouais. Donc, Poutine doit les convaincre d'une manière ou d'une autre, peut-être en remplaçant ou en aidant à remplacer avec d'autres services Zelensky. C'est lui le grain de sable. Mais tant qu'il persiste dans son négativisme, le monde regarde et dit « Regardez, vous savez, les Russes et les Américains sont désormais d'accord pour dire que cette affaire doit être réglée. » Et ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il doit y avoir un cessez-le-feu global. Pas un accord global, pas un cessez-le-feu temporaire. Alors qui bloque? C'est Zelensky. Tiendra-t-il pour toujours? Seulement aussi longtemps qu'il sacrifiera son dernier Ukrainien à notre grand projet, le projet Ukraine. Waouh! Larry, les sept nains, comme Ray les appelle, ne comprennent-ils pas que la Russie n'acceptera jamais de troupes de l'OTAN en Ukraine? Peu importe comment vous les appelez, Américains dans le ciel, Français au sol, peu importe comment vous les appelez, aucune armée de ces pays de l'OTAN n'ira en Ukraine occidentale avec le consentement russe. Laissez-moi d'abord dire, comme c'est typique de Ray, qu'il a choisi une formule à la fois élégante et poétique. Moi, je les appelle les 7 proxénètes, parce que la relation entre eux et Zelensky ressemble davantage à de la prostitution.
Mais vous savez, Ray a raison en évoquant les 7 nains, parce que c'est un conte de fées. Ce sur quoi il travaille. D'accord. Larry, vous êtes en feu aujourd'hui. Continuez comme ça. L'idée que ces pays, ou la France avec son ratio dette PIB actuel, 110%, le Royaume-Uni, 100%. Ce que ça signifie, pour ceux qui ne sont pas, vous savez, très bons en maths, ça veut dire qu'au Royaume-Uni, ils dépensent tout l'argent qu'ils gagnent en un mois. Et ils refont la même chose chaque mois. En France, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, ce qui veut dire qu'ils s'endettent. Et toutes les économies, à l'exception du Portugal, toutes les grandes économies d'Europe, actuellement, croissent entre 3% et 0%, ce qui signifie stagnation, voire récession. Et le Portugal croît à un rythme de 1,5%. Pas fantastique. Donc, ils n'ont pas la puissance économique. Ils font face à une dette énorme. Et ils vont acheter des armes très chères, avec une marge de 10%, selon Donald Trump, aux États-Unis, et ensuite les donner à l'Ukraine. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme argent liquide? Comment vont-ils payer pour ça? Ils vont envoyer Zelensky faire des faveurs personnelles. J'ai encore une chose à ajouter, s'il vous plaît. Après le dernier sommet de l'OTAN, il n'y a eu aucune allusion à l'adhésion à l'OTAN, ce qui était remarquablement absent. L'année précédente, il y avait une énorme phrase et beaucoup de discussions sur l'adhésion à l'OTAN. Il était dit « L'Ukraine est sur une voie irréversible vers l'adhésion à l'OTAN ». Maintenant, que cela ait été la caractéristique du sommet de l'OTAN de l'année dernière et que ce ne soit même pas mentionné dans le sommet de cette année, me persuade que la seule personne à plaider pour une adhésion à l'OTAN est un certain Zelensky. Même les Européens ne pensent pas que cela est une possibilité réaliste. C'est pourquoi tout ce discours sur des garanties de sécurité alternatives existe. Excellent, excellente. Bien, Larry, avant que nous passions à Israël, pourquoi Trump aurait-il offert la puissance aérienne américaine comme garantie de sécurité, comme si c'était moins offensant que des troupes américaines au sol? Oui. Eh bien, ce n'est même pas clair avec les rapports des médias. Il n'est même pas certain qu'il ait réellement fait cela comme une offre sérieuse. Vous savez, Lavrov, à son crédit, a très rapidement écarté et rejeté toute idée qu'il y aurait ce genre de présence de personnel de l'OTAN ou de personnel américain, ou même d'avions américains autorisés dans cet espace aérien. Si vous revenez à l'accord d'Istanbul, c'était au moins le projet d'accord d'avril 2022, il était très explicitement indiqué ce sur quoi, à l'époque, les Ukrainiens et les Russes s'étaient provisoirement mis d'accord concernant les garanties de sécurité, et il n'y avait absolument aucune possibilité pour que des troupes étrangères soient basées en Ukraine. Je ne connais pas de manière plus efficace d'introduire notre discussion sur les derniers événements à Gaza qu'un clip de 2 minutes de l'Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief à l'ONU. Vous l'avez peut-être vu, c'est un long clip, Chris? C'est une famine. La famine de Gaza. C'est une famine que nous aurions pu prévenir si on nous en avait donné la possibilité. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières à cause des obstacles systématiques d'Israël. C'est une famine à quelques centaines de mètres de nourriture dans une terre fertile qui force un parent à choisir quel enfant nourrir, qui force les gens à risquer leur vie pour chercher de la nourriture. C'est une famine dont nous avons averti à plusieurs reprises, mais que les médias internationaux n'ont pas été autorisés à couvrir ou à témoigner. C'est une famine en 2025. Une famine du XXIe siècle, surveillée par des drones et la technologie militaire la plus avancée de l'histoire. C'est une famine ouvertement promue par certains dirigeants israéliens comme une arme de guerre. Tout le monde en est responsable. La famine de Gaza est la famine du monde. C'est une famine qui demande « Mais qu'avez-vous fait ?» Une famine causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, rendue possible par l'indifférence et soutenue par la complicité. C'est donc une famine qui demande aussi « Et maintenant, que ferez-vous » Au Premier ministre Netanyahou et à quiconque peut le joindre. Assez. Cessez le feu. Ouvrez les passages au nord et au sud. Tous. Laissez entrer la nourriture et les autres fournitures sans entrave. Mettez fin à la rétribution. Il est trop tard pour bien trop de personnes, mais pas pour tout le monde à Gaza. Assez pour l'humanité. Laissez-nous entrer.
Ray, peux-tu même répondre à cela? Je sais que ce type est presque aussi éloquent que toi, et presque aussi émouvant que tu l'as été, sur ce sujet. J'ai des frissons sur mes bras, et c'est la 3e fois que je regarde ce clip aujourd'hui. Chris me l'a donné il y a un petit moment. Judge, la question est, que pouvons-nous faire, n'est-ce pas? Média Benjamin a un clip incroyable adressé à ses parents juifs et à tous les juifs des États-Unis pour soutenir les 21%, seulement 21% de la population israélienne qui est troublée par la famine forcée à Gaza. Elle est éloquente. Nous devons vraiment faire cela. Maintenant, l'autre chose. Et nous, que faisons-nous maintenant? Aaron Bushnell, de l'armée de l'air, qui s'est immolé devant l'ambassade d'Israël il y a 1 an et demi, a dit ceci. Regardez, je me suis demandé ce que je ferais si j'étais en Allemagne nazie ou ce que je ferais si j'étais à l'époque de l'esclavage. Eh bien, la vraie question est, que fais-je maintenant face au génocide à Gaza? Et je vous pose la même question, dit Aaron. Vous le faites maintenant. Vous le faites maintenant ou vous ne le faites pas? Nous sommes tous, poussés à ne pas rester neutres sur une question comme celle-ci. Être neutre, c'est être du côté de l'oppresseur. Et j'ai cela directement de l'évêque d'Afrique du Sud. Larry, Jeff Sachs appelle Netanyahou le plus grand monstre sur la planète actuellement, et il semble qu'il le soit. Oui, je ne pourrais pas contester cela du tout. Ce que vous savez, il y a encore beaucoup de choses que les nations peuvent faire, et j'inclus la Chine, la Russie, l'Inde, toute l'Europe. Non. Couper toutes les importations et exportations, tout le commerce entre ces pays et Israël. Arrêter le commerce. Eh bien, vous avez vu que les Russes ont en fait une sorte de mouvement indirect, lundi lorsqu'ils ont détruit le terminal pétrolier Assokar à Odessa, parce que cela appartient à l'Azerbaïdjan et était un fournisseur majeur de pétrole pour Israël. Ce terminal pétrolier représente 15% du produit intérieur brut de l'Azerbaïdjan. Donc, Israël a vraiment envoyé un message à l'Azerbaïdjan. Donc, Israël va devoir trouver un remplaçant pour cela. Mais sérieusement, s'ils sont économiquement isolés, ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas continuer, ils seront forcés de se rendre. Et pourtant, tant de ces pays, y compris les États-Unis et l'Europe, continuent de commercer avec eux et continuent de leur permettre de maintenir leurs chiffres de chômage bas et d'avoir une économie fonctionnelle. Comment faire passer le message qui a ébranlé nous trois et les milliers de spectateurs à la personne qui finance tout cela et qui ne dit jamais non à Netanyahou, le président Trump? Nous disons au monde que nous pensons que le président Trump est motivé non seulement par cette dévotion servile aux intérêts d'Israël, mais aussi parce que Netanyahou détient du matériel compromettant sur Trump dans les dossiers Jeffrey Epstein. Maintenant, j'ai spéculé là-dessus il y a 3 semaines. Nous avons maintenant des preuves concrètes d'un agent du Mossad qui a traité avec Maxwell et sa fille, et Epstein lui-même. Et il a dit, « Regardez, il y a des choses là-dedans. S'il vous plaît, Monsieur Trump, libérez-les. De cette manière, vous pouvez mettre fin au génocide. Vous pouvez mettre fin au chantage. » Il est très clair que Netanyahou a quelque chose de supplémentaire sur Trump. Nous devons éduquer le peuple américain, car c'est l'horreur au carré. D'accord ? L'horreur dans la famine forcée et le génocide est provoquée par la violation, la prédation sexuelle, la violation de petites filles. Mon Dieu, nous devons faire quelque chose à ce sujet pour que les gens sachent. Regardez, libérez ces dossiers Epstein et voyez ce dans quoi Trump est impliqué. Et peut-être que cette situation pourra être résolue lorsque le matériel de chantage ne sera plus là. Eh bien, je pense que nous allons en rester là. J'ai encore des frissons sur mes bras. C'était simplement profond, mais il a dit qu'il existe une version plus longue. Je demanderai à Chris de publier les 2 versions. Mais c'est profond, articulé, éloquent, émouvant et profond. Les gars, merci beaucoup. Nous avons hâte de vous voir comme d'habitude. Absolument. Vas-y, Ray. Il se passe aussi des horreurs dans notre pays. Des gens s'opposant à des personnes comme Tulsi Gabbard, refusant des habilitations de sécurité à 37 responsables du renseignement. Cela a fait beaucoup de bruit maintenant. Et ce que je dis ici, c'est qu'il existe un lien entre l'État profond, les démocrates, d'accord, et les médias.
Et ils sont nerveux à propos d'une chose. Si cela se savait que Russiagate était une énorme farce, si cela se révélait au peuple américain qu'il n'y a pas eu de piratage russe de ces emails compromettants, que se passerait-il alors? Eh bien, il suffit de dire que ceci vient tout juste de l'avocat T. Clevenger, qui travaille sur cette affaire. Il dit « Regardez, le directeur adjoint du FBI a déclaré, dans une déclaration formelle, qu'ils cherchent au même endroit où ils ont trouvé l'appendice du rapport précédent. Ils recherchent les sacs de destruction et les fichiers d'accès interdits pour les archives originales de ce qui a été refusé au personnel FOIA sur Seth Rich. Donc, ce que je dis ici, c'est que BNO a enfin pris le taureau par les cornes. D'accord? Et si cela se révélait, cela implique non seulement de la mauvaise foi et de la manipulation de la loi. Si cela implique un meurtre, et il y a beaucoup de preuves circonstancielles que Seth Rich a été tué par l'État profond, si cela implique un meurtre, eh bien, cela explique beaucoup de choses. Surtout pourquoi tout le monde est si tendu et divisé. Vous savez comment les gens se rassemblent maintenant pour dire « Oh, ces 37 responsables du... Ils vous ont dit qu'ils étaient excellents. Ne les privez pas de leur service de sécurité. » Donc tout ce que je dis ici, c'est que le FBI et Tulsi Gabbard ont lancé le défi. Ils font face à des probabilités vraiment étranges, qui pourraient être décrites comme insurmontables. Faisons connaître ce qui se passe sur cette question, ainsi que sur les autres.